Bonjour à tous, bienvenue au 139. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le 139, très vite, c'est un lieu de partage, d'échange, de réflexion et d'expérimentation autour de l'habitat au sens large du terme, qui est porté par l'OGEOCEN. Et donc on organise régulièrement notamment des événements autour des thématiques donc, de l'habitat, de la culture, de l'économie sociale et solidaire, voilà, et notamment à travers des jeudis, donc ces formats un peu courts du midi qui permettent d'apprendre des choses, de manger un morceau et de pouvoir repartir vaquer à ses activités l'après-midi. À l'heure où les enjeux d'adaptation au changement climatique nous obligent à changer de paradigme en matière d'urbanisme, la ville de demain ne devrait-elle pas s'inspirer de la ville d'hier? Et quoi de mieux que d'étudier le patrimoine du passé à l'emplacement exact des projets urbains à venir? Alors même si notre ministre de la Culture, je cite, préfère mettre de l'argent dans la restauration du patrimoine plutôt que de creuser un trou pour creuser un trou, l'archéologie préventive ne devrait-elle pas jouer un rôle de premier plan pour repenser l'aménagement du territoire? Pour parler de cette discipline passionnante, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Sylvain Mazet. Donc, Sylvain, vous êtes docteur en archéologie préhistorique. Vous êtes responsable du centre archéologique de l'INRAP, donc l'Institut national de recherche archéologique préventive, basé à Grand-Quevilly. Sylvain, tout à fait. Merci de m'avoir invité pour parler d'archéologie préventive, effectivement, puisque c'est l'objet de notre activité. C'est cette archéologie que l'on fait en amont des aménagements, qui est un peu différent de l'archéologie que vous pouvez voir à la télévision, sur Arte le samedi soir, où effectivement souvent c'est une archéologie qui se fait dans des contrées lointaines et complètement décorrélée d'un danger, on va dire, de destruction imminente, puisque là nous on intervient juste avant un aménagement et donc qui peut potentiellement impacter le sous-sol et donc les niveaux archéologiques qui s'y trouvent. Cette démarche, elle s'impose dans quel cas, en fait? Dans tous les cas, lorsqu'il y a un aménagement, après on parlait, donc on peut intervenir bien sûr en zone rurale comme en ville. Généralement, c'est des projets de lotissement, des zones d'activité, des immeubles en ville, des parkings souterrains, des grands tracés autoroutiers, bien sûr, on est intervenu souvent et c'est ce qui nous donne un intérêt fort puisqu'on travaille à une autre échelle. On va pouvoir travailler sur des très petites surfaces ou justement des très grands territoires lorsqu'il y a par exemple une autoroute qui va traverser une portion de campagne. Donc voilà, on est amené à intervenir dans tout type de milieu, même il y a des collègues qui interviennent sous l'eau, zone intervention fouille subaquatique, donc dans les fleuves, même en mer, fouille sous-marine. Donc voilà, on a un très large spectre. Donc c'est dès qu'il y a oui, c'est ça, un chantier qui se profile, quelle que soit la nature du chantier. Alors comment ça se passe concrètement? Effectivement, alors voilà, pour bien différencier, c'est que nous sommes opérateurs d'archéologie préventive, l'INRAP, et puis nos donneurs d'ordre, en quelque sorte, c'est la DRAC, Direction des Affaires Culturelles, notamment le service régional d'archéologie. Donc au service régional d'archéologie arrivent les dossiers d'aménagement, les permis de construire, et c'est eux qui instruisent ces dossiers-là. Suite à cela, soit ils choisissent qu'il y ait un diagnostic ou qu'il n'y en ait pas, et donc s'il y en a un, on intervient, c'est l'INRAP qui intervient, avec au même titre que d'autres services de collectivité, puisqu'on a des collègues aussi qui travaillent, il peut y avoir des services municipaux dans les villes, des services départementaux, régionaux, et donc on se partage le travail pour cette première phase. Il y a deux phases, il y a vraiment une phase de diagnostic, donc qui, comme son nom l'indique, permet d'intervenir et on va ouvrir une partie, on va échantillonner, on va ouvrir une partie du sous-sol avec des pelles mécaniques, puisqu'on travaille peu avec le pinceau. Mais on travaille avec ce type d'objet, mais vraiment lorsque les vestiges le nécessitent, mais l'outil de prédilection, vu que les surfaces sont assez importantes, c'est la pelle mécanique.
Et donc, on va ouvrir 10% de la surface, et suite à cela, on va récolter bien sûr tous les vestiges que l'on peut trouver, et bien sûr les dater, les décrire, les dessiner, et produire un premier rapport qui va servir d'outil justement au service de l'archéologie, le service instructeur, pour dire si on doit fouiller complètement tout ou partie de la parcelle qui va être aménagée. Et donc ça, c'est une deuxième phase qui intervient, qui est la fouille, où là, on reste plus longtemps sur le terrain. Les phases diagnostiques sont assez rapides, hein. On peut rester par exemple sur diagnostiquer une parcelle qui fait 3 hectares, on va rester 3 jours sur le terrain. Et par contre, il nous faut du temps, bien sûr. Après, c'est un peu la phase immergée de l'iceberg. On nous voit souvent sur le terrain, mais on ne nous voit pas au bureau et au laboratoire, où là, c'est toute la phase de, comme je le disais, d'études sur les objets, puisqu'on a tout un tas de collègues qui sont spécialisés et donc qui vont pouvoir étudier tous les vestiges qu'on peut trouver, la céramique, les objets taillés anciens de la préhistoire, en silex ou dans d'autres pierres, la faune, les restes d'ossements, les restes humains bien sûr, puisque ça aussi ça fait partie de notre champ de compétences, les vestiges métalliques. Donc voilà, il y a tout un panel de spécialités. D'accord, alors tout ça on va y revenir. Ouais. Donc, si on revient sur la phase de diagnostic, vous faites un diagnostic systématique sur tout chantier Non, ce n'est pas systématique. En fait, justement, ça c'est le rôle du service régional de l'archéologie qui va en fait filtrer. Soit il y a des secteurs avec un très fort potentiel archéologique, où là, effectivement, il y a un zonage qui est fait, et donc tous les aménagements vont faire l'objet d'un diagnostic. Alors, donc on est à la phase de diagnostic. Imaginons, votre diagnostic révèle qu'il y a matière à aller plus loin. Comment ça se passe? C'est-à-dire que vous allez définir un calendrier prévisionnel et qui s'impose au propriétaire du terrain? Oui, tout à fait. On essaye de s'insérer dans le planning général des opérations. Alors, encore une fois, la loi sur l'archéologie préventive, elle n'est pas récente. Elle date de 2001. Et donc, l'archéologie préventive doit être intégrée dans les projets d'aménagement, dans le planning. Donc nous, on intervient bien sûr en amont, généralement entre les phases d'études au niveau du sous-sol et autres. On s'intègre dans ce type d'expertise, et donc on fait cette phase de diagnostic. Et puis après, effectivement, s'il y a une fouille, moi c'est mon rôle en particulier, hein, c'est de déterminer les moyens nécessaires pour réaliser l'opération de fouille, qui a un cahier des charges bien précis. Donc il y en a une problématique scientifique à laquelle on doit répondre, qui est donné par le service régional d'archéologie. Et donc, on doit investiguer, généralement, c'est de comprendre l'organisation de l'habitat, par exemple, sur un site lambda, bien phasé chronologiquement, et essayer de comprendre les différentes phases, parce que souvent, c'est pas aussi simple que ça. Il peut y avoir plusieurs phases d'occupation, hein. Il faut imaginer ça comme un palimpseste, une portion de territoire sur lequel les hommes sont revenus au fil des siècles, voire des millénaires. Et donc tout se surimpose au niveau de l'archéologie, au niveau de la stratigraphie. Donc il y a tout un travail à faire. Et donc pour ça, il faut des moyens humains, bien sûr, des moyens mécaniques. Comme je vous disais, on doit ouvrir parfois plusieurs hectares, hein. On travaille en ce moment sur un chantier d'EDF au niveau de la centrale nucléaire de Penly, et on a ouvert par exemple 12 hectares. Donc ça fait des volumes de terre très importants à déplacer. On enlève quasiment 50 cm d'épaisseur pour pouvoir atteindre les niveaux de lecture archéologique, là où sont conservées en fait les traces du passé. Généralement, ce sont dans nos régions des structures en creux qui se sont comblées au fil du temps. C'est-à-dire on faisait des fossés pour drainer les parcelles, on faisait des trous de poteaux, comme son nom l'indique, pour mettre un poteau dedans pour monter une charpente. Au fil du temps, bien sûr, les habitations, les fossés, tout ça sur les habitations se sont dégradés, et donc les bois, tout ce qui est en matériaux périssables, se sont décomposés. Et donc on arrive à retrouver des taches de couleur. Le sédiment, bien sûr, est différent, il est chargé de matière organique. Il a une couleur différente que le sédiment naturel encaissant. Donc c'est notre travail, c'est de lire justement ces taches qui apparaissent lorsqu'on décape, et de les interpréter, bien sûr, de les fouiller et récolter du mobilier archéologique. Ça nous permet de dater. Ça, c'est vraiment crucial. Certains collègues sont spécialisés sur l'étude de la céramique et peuvent dater de la céramique antique quasiment à 40 ans près, pour la période antique, qui est très bien documentée. Donc on arrive à avoir une résolution très fine, meilleure que les datations C14, par exemple, que tout le monde a entendu parler, mais qui a une marge d'erreur qui est plus importante, plusieurs centaines d'années parfois. Donc on essaie de mettre en relation tous ces éléments pour vraiment comprendre ce qui s'est passé à un endroit, et qui, bien sûr, cet endroit va avoir une nouvelle vie, puisque généralement, il y a un aménagement qui se fait. Donc on s'insère dans effectivement une longue lignée
d'occupation d'un site. Et donc, vous avez un temps limité. Oui. Imaginons, vous vous trouvez sur un site qui s'avère être extrêmement riche. Est-ce que ce délai peut être allongé? Est-ce que, je ne sais pas, je pose une question de néophyte, est-ce qu'on peut carrément se dire, non, ce site est trop exceptionnel, on ne va pas reconstruire par-dessus? Voilà. Oui, ça peut. Alors, avant je disais non, ça n'arrive pas. Et puis, voilà, parfois, là, ça fait maintenant 10 ans que j'encadre l'équipe au Grand Quevilly, donc je commence à avoir un peu plus d'expérience. Et il est arrivé, effectivement, dans certains cas, qu'on modifie les projets pour essayer de conserver justement ce patrimoine-là. L'archéologie préventive, nous, on s'est fait un petit peu une raison. C'est. L'archéologie, déjà, est une discipline qui détruit ce qu'elle étudie. C'est-à-dire que nous, on étudie des niveaux archéologiques. Donc, pour pouvoir les étudier, on est obligé de passer à travers ces niveaux archéologiques. On essaie toujours d'aller voir s'il n'y a pas quelque chose en dessous. Donc, par définition, en fait, l'archéologue va passer à travers les âges, à travers les couches archéologiques, et donc détruire lui-même le fruit de son étude. Donc, sauf que, bien sûr, on va tout consigner. On a des topographes qui interviennent, qui vont faire des levées, des plans très précis. On va photographier, comme je vous le disais, on va tout retranscrire ensuite dans un rapport qui constitue la mémoire du site archéologique, qui par essence est détruit, même s'il n'y a pas d'aménagement, l'archéologue détruit ces niveaux-là. Ce qui fait que parfois, on garde des niveaux, des séquences intactes lorsqu'on peut, ce qui permet potentiellement à des archéologues dans le futur de revenir sur un site majeur et avec des techniques qui auront évolué, qui seront plus performantes. Nos techniques sont plus performantes que nos collègues il y a 20 ans, il y a 50 ans. Vraisemblablement, les collègues dans 20 ans auront une résolution tellement plus fine dans la compréhension. Donc on essaye parfois de préserver. Donc votre question, c'est de savoir, effectivement, il y a des moments où on peut modifier le projet pour pouvoir garder des choses vraiment qui sont, généralement c'est du bâti, donc des choses, des murs assez conséquents. Ça a été le cas sur un chantier justement de l'OGEOCEN à Harfleur, où on travaillait sur l'enceinte urbaine médiévale et moderne. Et puis au moment de la fouille, on est tombé sur une tour qu'on connaissait, qu'on situait mal sur les plans anciens. Et donc on a retrouvé, donc il a été décidé en accord bien sûr avec à la demande du service d'archéologie, et puis en accord avec le GEOCEN, de modifier légèrement les plans pour pouvoir intégrer ou préserver du moins cette fortification et qu'elle ne soit pas complètement détruite. Oui, je me souviens, il y avait une espèce d'arche de fait en sous-sol, enfin en souterrain en tout cas, pour enjamber la tour. Et donc elle est conservée, intacte, donc ce qui permet de n'avoir pas détruit complètement cet aménagement. Le mur d'enceinte avait déjà été démantelé plus récemment, puisque la plupart des fortifications urbaines ont été démantelées au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, début 20e. Donc en tout cas, il y avait cet élément dont les substructions ont été conservées. Donc c'était intéressant de le conserver dans le projet. Donc après les fouilles, vous rebouchez ? On peut reboucher ou pas, ça la demande justement de l'aménageur. Si parfois le chantier de construction doit commencer juste après nous, parfois on travaille en coactivité, donc on peut être amené à laisser ouvert notre fond de fouille, puisque les travaux vont commencer juste après nous. Mais effectivement, généralement... Mais ça vous fend pas le cœur, ça? Oui, comme je disais, ça fait partie de notre métier. Il y a certains collègues là, qui sont la première génération d'archéologues qui ont façonné l'archéologie préventive, parce que c'est une discipline récente. Autant l'archéologie est ancienne, autant l'archéologie préventive, avec une loi, avec un établissement public, etc., est plutôt récente. Donc là, on a toute une génération de collègues qui commencent à partir à la retraite, qui étaient là au tout début, même avant l'INRAP. C'était l'AFAN, c'était une association qui faisait des fouilles de sauvetage, et qui ensuite a été transformée en établissement public à partir de 2002. Et donc voilà, c'est vraiment intégré dans nos process. C'est, comme je vous le disais, de toute façon, quand on quitte le terrain, nous, au niveau de l'archéologie, on a récolté toutes les informations et en plus on a beaucoup de travail à faire après. C'est peut-être aussi cela qui fait qu'on n'est pas trop traumatisé de laisser le terrain pour l'aménagement à venir. On sait que c'est une chance tout de même, parce que c'est la loi sur l'archéologie préventive et le fait qu'il y ait une systématisation de nos interventions dans le cadre de l'aménagement, ça a fait exploser le volume de données en archéologie.
en France. Donc, et là, on a des données à traiter. Voilà, il faut le faire et on a des projets de recherche et des collègues aussi qui bien sûr, sont des scientifiques et qui mènent une activité de recherche en parallèle de nos activités opérationnelles, quand on est sur le terrain, même si on donne la priorité à cela, mais qui vont bien sûr produire des articles scientifiques, communiquer dans des colloques, produire des synthèses, et donc voilà, ça fait partie des deux aspects du métier. Ça, c'est le travail d'après, en fait. Quand vous partez du terrain, vous emmenez ce que vous pouvez emmener. Tout à fait. On emmène tout ce qui est mobilier, comme son nom l'indique, et parfois on ramène des choses qui sont plus difficiles à déplacer, mais on peut tomber par exemple sur des sarcophages en pierre du Moyen-Âge, et on va les ramener au centre. Bon, donc ça fait partie des vestiges. On a des zones de stockage au Grand Quevilly qui nous permet de garder les vestiges le temps de leur étude. Et après, bien sûr, on verse tous ces vestiges-là à l'État, au service régional d'archéologie qui en est propriétaire. Et ensuite, le fruit de toute cette analyse, toute la partie documentaire, elle est consultable par le grand public. Imaginons que moi, j'ai quelque chose, des travaux qui se passent à côté de chez moi et je m'intéresse à ce qui est. Bien sûr, en fait, toutes les découvertes sont répertoriées dans une carte archéologique nationale, donc qui est gérée par le service régional d'archéologie, ministère de la Culture, où au final, toutes les découvertes sont consignées donc, sur une carte à l'échelle du territoire, et on peut savoir ce qui a été trouvé. Donc ça va des découvertes bien sûr anciennes ou très récentes, puisqu'ils intègrent aussi nos découvertes, et donc on peut être amené à demander à consulter effectivement ce qui est présent autour de soi, et puis les rapports, comme je disais, que l'on produit sont versés et donc sont consultables, par exemple à Rouen au service de l'archéologie. À terme, voilà, c'est des données qui vont être mises en ligne. Après, c'est quand même des données sensibles dans le sens où vous savez qu'il y a une activité qui est licite, qui est le détectorisme. Donc il y a des gens qui pratiquent la détection de loisirs, mais qui vient impacter souvent les sites archéologiques non connus, voire connus, voire en cours de fouille. Nous, il nous est arrivé d'avoir du pillage archéologique la nuit, lorsque nous on se repose. Il y en a d'autres qui viennent sur nos terrains pour justement utiliser détecteurs de métaux et sortir les vestiges directement dans les niveaux archéologiques qu'on a utilisés. Et puis bien sûr, on en voit aussi dans les campagnes, dans les champs. Donc voilà, la réglementation est très floue, enfin elle est claire. On a le droit d'acheter des détecteurs de métaux, on n'a pas le droit de s'en servir sur des sites archéologiques. La question c'est qu'est-ce qu'un site archéologique? Où commence le site archéologique? Où est-ce qu'il finit? Puisqu'il y a des sites archéologiques qui ne sont pas identifiés, mais qui sont bel et bien là. Donc voilà, ça c'est un souci. Est-ce que ça a changé un peu votre manière de travailler, d'appréhender les chantiers? Le fait que potentiellement il y ait eu un pillage? Non, après voilà, on essaie de faire le nécessaire pour faire avancer la réglementation. Donc lorsqu'il y a des visites nocturnes, on va porter plainte en gendarmerie ou à la police. Mais voilà, après nous, c'est un travail quotidien, donc les objets métalliques, en l'occurrence les objets métalliques qui sont recherchés, on les traite au même titre que les autres objets qui nous intéressent autant, voire plus. Les vestiges taillés, la céramique, etc. Donc voilà, c'est un ensemble, nous, c'est notre pratique, on sait qu'il y a ce genre de risque, mais au final, parfois, on peut être amené à avoir du gardiennage sur les chantiers si vraiment on sait qu'il y a du mobilier qui peut être précieux. On essaie de mettre quand même en place ce genre de choses. Alors, en introduction, je parlais un petit peu de l'adaptation au changement climatique. Est-ce que justement votre discipline ne peut pas être un guide ou en tout cas une aide pour réfléchir à tout ça? Une des thématiques fortes de l'archéologie, c'est effectivement l'interaction entre l'homme et son milieu, et ce depuis la préhistoire. On a les données, les archéologues sont les scientifiques qui ont justement les données les plus précises à ce sujet sur quel est l'impact de l'homme sur son milieu. Et voilà, on sait qu'il est présent dès le néolithique, bien sûr pas à la même échelle que maintenant, mais n'empêche qu'on a justement une vision sur comment un changement climatique peut venir impacter une société, puisqu'il y a déjà des précédents qui sont connus. Il y a des péjorations climatiques qui sont produites dans le passé, qui sont venues impacter des sociétés et qui ont pu causer leur effondrement, ou du moins des changements très nets que l'on arrive à observer nous en archéologie. Donc effectivement, on est en phase avec ces problématiques-là. On essaye d'apporter aussi notre pierre à l'édifice par nos recherches sur le sujet. Et
et de manière concrète, effectivement, ça va nous impacter, nous, dans notre activité, puisque potentiellement l'aménagement du territoire va évoluer, enfin, on l'espère. Effectivement, il y a une grosse consommation de terres arables, et puis voilà, il y a des lois qui ont été édictées qui visent à réduire justement cette empreinte-là. Donc on est censé, l'aménagement du territoire est censé réduire quasiment de moitié sa consommation sur la période par rapport à 2010-2020. Sur 2020 à 2030, on est censé consommer, entre guillemets, la moitié d'artificialiser des terres, de moitié. Donc forcément, ça va impacter l'archéologie préventive. Logiquement, les surfaces que l'on diagnostique devraient être moindres en surface. Et peut-être par contre en nombre, on devrait intervenir sur des plus petites surfaces avec un plus grand nombre d'opérations et peut-être bien sûr davantage dans les villes. Oui, c'est ça. Effectivement, on va venir construire la ville sur la ville, donc il y a un moment où il va falloir... Et donc voilà, en ville, c'est vraiment l'archéologie urbaine, on peut dire, elle est vraiment différente de l'archéologie rurale, l'archéologie rurale, comme je vous expliquais un peu tout à l'heure rapidement les bases, assez peu de stratification, alors qu'en ville, eh bien, c'est une surimposition d'occupation qui commence à l'Antiquité, voire avant, l'époque médiévale, etc. Et donc on va se retrouver avec une stratigraphie, donc une succession de niveaux archéologiques assez dense et complexe, avec beaucoup de recoupements, puisque bien sûr on aura les bâtiments, que ce soit médiévaux, modernes, voire contemporains, vont venir recreuser les niveaux sous-jacents et donc compliquer beaucoup la tâche de l'archéologue. Mais les archéologues urbains adorent ça, je n'en suis pas, mais en tout cas, cette complexité, elle est assez stimulante voilà, lorsqu'on étudie un site, et puis encore une fois, d'essayer de retranscrire tout ce qui s'est passé sur une parcelle donnée. J'ai cru comprendre que il y avait beaucoup de spécialités très, très précises. Vous, la vôtre, c'est plutôt quoi ? Moi, j'ai travaillé j'ai fait une thèse de doctorat sur les constructions en pierre sèche sur le littoral corse, et puis dans l'intérieur de la Corse aussi, et puis sur le littoral toscan. Merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? J'en vois une déjà. Bonjour, en fait j'en ai pas une, j'en ai 4. Je suis prêt. Mais il y en a qui sont courtes. Déjà merci pour cette conférence parce que ça m'a beaucoup intéressée. Est-ce que vous pouvez rappeler, enfin ou du moins en ce qui me concerne, préciser la date de législation instaurant l'obligation d'archéologie préventive ? La deuxième question, est-ce que vous pourriez nous préciser les références de cette carte géographique nationale qui serait accessible, ou si j'ai bien compris qu'elle est en cours d'être accessible ? La troisième question, est-ce que votre institut, votre établissement public a des limites de période d'activité, c'est-à-dire est-ce que vous faites que, entre guillemets, préhistoire, antiquité, ou est-ce que ça va jusqu'au Moyen-Âge, Renaissance, voire après ? Et la dernière, on va peut-être prendre votre téléphone après pour... Non, mais il y en a qui sont courtes à répondre, je pense. Et la dernière, est-ce que... voilà, vous avez bien expliqué que vous intervenez sur un projet immobilier, que ce soit particulier ou bailleur ou autre, à la demande de ces personnes. Mais est-ce que vous, votre équipe, vous avez bien sûr étudié le territoire, donc vous présupposez qu'à certains endroits, il y a certainement des choses. Est-ce que vous pouvez être force de proposition, voire d'obligation de fouiller ? Après, j'imagine que vous avez déjà beaucoup de travail avec ce que vous avez à faire, donc c'est pas l'objet de votre institut. Voilà, j'ai fini. Je vais essayer de mémoriser, merci, toutes les questions. Donc voilà, pour commencer avec votre première question, quelques dates affichées. Donc effectivement, création de l'AFAN, je vous parlais de cette fameuse association pour les fouilles archéologiques nationales, une association loi 1901 qui faisait vraiment les fouilles de sauvetage. Là, c'était lorsque, dans l'urgence, on trouvait quelque chose au moment d'un chantier, les collègues intervenaient. 2001, c'est la loi sur l'archéologie préventive. 2002, la création de l'INRAP,
Et dès 2003, modification de la loi qui ouvre au secteur concurrentiel les fouilles. Ça, j'en ai pas parlé, mais effectivement, on intervient, nous, comme opérateur public sur la phase diagnostique, comme je vous disais, au même titre que d'autres services de collectivité. En revanche, pour les fouilles, lorsque une fouille a été prescrite, un cahier des charges a été rédigé par la DRAC. En fait, c'est remis à l'aménageur, et c'est à l'aménageur de choisir un opérateur qui peut être public comme privé. Donc là, effectivement, il y a une mise en concurrence qui a été demandée en 2003, et donc qui fait qu'on peut évoluer. Voilà, des fouilles peuvent être faites par des sociétés privées, comme par l'INRAP, comme par des services de collectivité. La deuxième question, c'était la carte archéologique nationale. Elle est effectivement consultable à la demande, sur demande auprès de la DRAC, du service de l'archéologie. Donc ça, il faut prendre contact avec eux pour avoir accès à ces données-là. Et la troisième question, c'était la période chronologique. Donc ça, effectivement, l'INRAP justement, les sociétés privées, voire les services de collectivité, peuvent ne pas pouvoir intervenir sur différentes périodes. En gros, il faut qu'il y ait un archéologue qui soit habilité, spécialiste de la période pour pouvoir intervenir. L'INRAP a la particularité, vu que c'est un établissement public au niveau national, de traiter toute la chronologie. C'est-à-dire que nous, si on tombe sur un site très ancien, Néandertal par exemple, comme ça peut arriver, un site du Paléolithique moyen, on est en mesure de pouvoir l'étudier, même de faire la fouille ensuite, et puis on va fouiller des choses très récentes. On s'intéresse beaucoup à tout le patrimoine lié à la Seconde Guerre mondiale, Première Guerre mondiale bien sûr, en tout cas tout ce qui est lié aux conflits récents, et on peut être amené même dernièrement, c'est pas nous qui avons réalisé cette opération, mais on a, dans le cadre du contournement d'Évreux, il y a un cimetière qui était en lien avec l'hôpital Navarre, qui a été fouillé, puisque le contournement de la ville va passer à cet endroit-là. Et donc, les sépultures les plus récentes datent de 1975, je crois. Donc là, on est sur du très très récent, avec quelque chose qui devient très tangible, puisque ça peut être des sépultures de nos arrière-grands-parents ou nos grands-parents. Donc, voilà la fourchette chronologique qui est très vaste et qui nécessite effectivement des spécialités, ou du moins certains collègues qui ont une bonne connaissance sur l'ensemble de la chronologie. Et je crois qu'il y en avait une quatrième, c'était sur votre possibilité d'imposer, ou en tout cas de suggérer... Donc ça, c'est vraiment le rôle du service de l'archéologie, d'instruire, de voir avec les projets, avec les aménageurs, qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qui peut ne pas être fait. Si les projets peuvent être modifiés lorsque les données que l'on transmet au moment de la fin du diagnostic montrent qu'en modifiant légèrement le projet, il y aura un moins d'impact sur le sous-sol, donc il y aura moins de coûts, puisque les fouilles archéologiques ont un coût, donc il y aura un coût moindre pour l'aménageur, donc en modifiant légèrement. Donc ça, effectivement, c'est pas nous qui intervenons à cette étape-là. On peut intervenir bien en amont, sous forme d'expertise. On va faire des recherches archéologiques, documentaires et archéologiques, recherches historiques. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être fait vraiment très en amont des projets pour voir justement connaître un potentiel sur ce qu'il y a un tracé linéaire et qui traverse différents secteurs. On l'a fait par exemple pour le tramway, l'extension du tramway du Havre, essayer de déterminer les endroits où justement il peut y avoir un impact fort. Après, ça peut empêcher qu'on intervienne et qu'on ouvre vraiment le sous-sol. Il n'y a vraiment que cette manière-là, qu'avec cette manière-là qu'on arrive à déterminer si oui ou non il y a un potentiel archéologique. Mais en tout cas, voilà, c'est des petites missions d'expertise qui peuvent se faire bien en amont. L'heure tourne, alors du coup je vous propose qu'on arrête là, qu'on remercie beaucoup Sylvain Mazet d'être venu jusqu'à nous.